Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touch, yeah. Jack Miller nudging him wide as well. And the start. Oh, contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode à Magny-Cours à l'occasion de la manche française du World Superbike. Aujourd'hui, je retrouve Émilie Bondy à mon micro, pilote en championnat mondial féminin au sein du team Trasimeno. Émilie, comment tu vas ? Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Écoutez, ça va, je suis contente d'être en France sur ce circuit de Magny-Cours. Même s'il a plu sur ce premier jour de jeudi, je pense qu'on aura un beau week-end, donc tout s'annonce bien. Émilie, on s'est rencontrées toutes les deux autour du micro en 2023 après ton sacre de championne de France. C'était ta première année en moto. Ensuite, tout s'est un peu enchaîné pour toi puisque tu as participé à la première édition du mondial de vitesse de moto féminin. Comment ça s'est passé cette première année, sachant que tu t'étais blessée juste avant et surtout en sachant que sur la fin de saison, tu as marqué tes premiers points en mondial? Eh ben écoute, c'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a maintenant 2 ans, c'était après ma toute première année de moto. Entre-temps, il s'est passé du coup une deuxième année où j'ai directement été propulsée, vraiment je pense que c'est le mot, en championnat du monde féminin. C'est une expérience de fou, c'est sûr. Je m'y attendais pas du tout, finalement. C'est pas du tout la raison pour laquelle j'avais commencé la moto. C'était pour prendre du plaisir, je pense, comme beaucoup d'entre nous. Mais j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est une expérience au-delà d'une expérience moto, une expérience de vie qui m'a appris énormément de choses, que ce soit sur la moto du coup ou à côté, humainement, ou même je pourrais même dire globalement en termes de business, de comment gérer un début de carrière, comment gérer un profil de sportif de haut niveau. Finalement, on ne sait plus trop comment se qualifier, comment s'entourer et par où commencer. Je pense que ça a été le plus dur, par où je commence, d'autant plus qu'effectivement j'avais le pied cassé. Alors du coup je commence à l'envers, mais j'ai fini l'année avec quelques points et je pense que ça donne de l'espoir. Et c'est ce qui m'a donné de l'espoir et envie de continuer de me battre et de gravir les échelons petit à petit, parce que Rome ne s'est pas fait en un jour, donc c'est sûr que c'est pas en 2 ans de moto que je pouvais estimer être championne du monde, donc non, on a encore du boulot. Et comment ça s'est passé l'adaptation au R7 que tu connaissais pas du tout, du coup, sur cette première saison ? Alors évidemment, quand je suis passée de la R6 à la R7, j'ai pas aimé cette moto. J'ai pas aimé cette moto et après je me suis rendu compte que je commençais vraiment à prendre du plaisir sur cette moto que quand j'étais au bord du gouffre. C'est-à-dire que ça commençait à devenir dur, que je me battais avec la moto, que c'était hyper physique. Parce que oui, une petite moto, elle fait quand même presque 200 kg et 70 chevaux, mais ça peut être physique. Et c'est à ce moment-là où je commençais à prendre du plaisir, parce que ça commençait à devenir difficile, plutôt qu'un peu pépère, quoi. Donc j'ai dû apprendre un style de pilotage très différent. Heureusement, j'avais pas énormément de background, donc je suis pas partie de très loin non plus. Donc je peux presque dire que c'est une de mes premières motos. Donc j'ai pu prendre des bonnes habitudes dès le début, etc. Ce qui m'a fait appréhender cette moto. Après, je pense que je suis encore loin de l'exploiter totalement, notamment quand je vois les filles de tout devant ou même dans d'autres nationalités des R7 Cup où les gars ils bastonnent, ça me donne envie, quoi. Et on avait parlé dans l'épisode qu'on avait fait toutes les deux de ton adaptation dans le paddock et de fréquenter la concurrence, entre guillemets, parce que vous êtes toutes ensemble dans le paddock. Comment ça s'est passé, ça, au final, d'arriver dans un paddock où il y avait Ana Carrasco, Maria Herrera? Est-ce que tu t'es vite fait des alliés, entre guillemets, ou c'était très conflictuel, ce paddock? Enfin, comment c'était à l'intérieur pour toi, qui le vivais au quotidien pendant les week-ends de course? Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé et j'aime encore beaucoup parce qu'il y a franchement une bonne ambiance très très différente du paddock français, que ce soit entre les filles ou entre les mecs, mixte quoi. Non, super ambiance et figure-toi que je pense que je peux presque dire que Maria Herrera c'est ma meilleure copine sur le paddock, donc non, je me suis, je pense, bien adaptée. Après on était toutes plus ou moins nouvelles, personne ne se connaissait, même si certaines, quoique il y en avait quand même pas mal qui se connaissaient du championnat européen.
qui avaient déjà roulé ensemble, etc. Ça a un peu relancé les dés. Mais non, c'est assez chouette. Il n'y en a pas vraiment une que tu détestes, que tu as envie de voir crever, que tu as envie de voir tomber. En vrai, tout le monde, voilà, c'est bien, même si tu as forcément des inimitiés avec certaines personnes. Mais presque les inimitiés sont plus fortes intranationalité qu'internationalité. Ouais, surtout qu'il y a eu des moments où on a vu dans les médias, par exemple, tu as eu une chute l'année dernière. Moi, c'est ce qui m'a marqué, où je me suis dit, purée, les médias, c'est lourd parfois pour vous, où Mallory Dobbs est tombée avec toi et qu'ils ont fait des caisses pour un truc qui était en vrai en fait course. Du coup, ça rend pas les choses un peu plus compliquées quand tu reviens dans le paddock après cette course? Bah, c'est sûr qu'après, du coup, Mallory, c'était plus ma meilleure amie. Ça l'était pas déjà avant. Bah, en fait, il y a des pilotes avec qui tu tombes et c'est pas grave, tu vois. Enfin, ça m'est arrivé aussi de tomber, par exemple, l'année dernière avec Adela ou Rydnikova. Et on est ressorti du bac à gravier alors que c'est elle qui m'a fait tomber, main dans la main, en courant. Voilà, en mode c'est ok, ça fait partie du sport. Et encore plus de la moto, c'est ok, tu vois. Parfois, c'est toi qui fais tomber les autres et parfois, c'est l'inverse. Et voilà, il faut savoir l'accepter. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres pilotes qui ont plus de mal à l'accepter et qui ont du mal pendant la course à se laisser doubler, on va dire. Alors c'est difficile, c'est compliqué à expliquer parce que tu peux pas dire tu la course, personne ne veut se laisser doubler. Oui. Mais il y a un moment donné où ça devient dangereux, tu vois, de pas laisser passer quelqu'un. Si tu t'estimes vraiment plus fort, vas-y, tu laisses passer et tu redoubles et tu recroises et voilà. Mais il y a des moments où ça devient dangereux et il y a certaines pilotes avec qui j'ai chuté et qui, voilà, c'est exactement cette situation-là où en fait au bout d'une fois, deux fois, trois fois où tu montes ta route, t'es gentil, au bout d'un moment t'es plus gentil et ça fait un accident. Voilà, parce que la personne ne s'arrête toujours pas. Et c'est pareil avec d'autres pilotes, hein, mais il y en a avec qui ça se passe super bien, etc. Et c'est pas pour autant qu'on va se cracher dessus avec Mallory. Tout à l'heure, je lui ai fait la bise, il n'y a pas de souci. Oui, et puis là, en vrai, ça fait partie de la compétition aussi, peu importe le sport et peu importe le niveau. C'est normal, on fait de la compétition. Donc on part du principe que chacune d'entre nous qui s'est inscrite a envie de se mesurer. Donc évidemment qu'on est compétitive et qu'on veut tout gagner, c'est normal. Et cette saison, cette première expérience en mondial, ça a donné quelque chose de positif pour toi puisque tu es arrivé sur une deuxième année. Tu enchaînes en 2025 sur une deuxième édition, cette fois avec le soutien d'un team, comme je l'ai dit. Comment vous êtes entré en contact avec ce team? Comment vous en êtes arrivé à travailler ensemble? Alors déjà, je pense pas qu'il faut voir les teams du championnat du monde féminin comme les teams des hommes. Ce serait mentir. C'est un peu ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, et moi la première d'ailleurs, mais c'est un peu du fake bidon. Je m'explique. Les teams en championnat du monde féminin, on a toutes exactement les mêmes motos. Et il y a des teams qui mettent leurs couleurs sur les motos, et en gros, ces teams-là, ils vont venir avec des mécanos et ils vont s'occuper des motos sous les tentes. Voilà. C'est grosso modo, pour la plupart, tout ce qu'ils font. Donc c'est pas des vrais teams avec qui tu fais des énormes tests, qui vont t'emmener la moto, etc. Tu n'es pas payé par les teams en général, c'est même plutôt l'inverse, etc. Donc c'est important d'avoir ça en tête, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas. Donc voilà, donc on est encore loin du professionnalisme des hommes chez les femmes. Et comment moi je me suis mise en contact, c'est plutôt eux en fait qui sont venus en contact avec moi lors de mon dernier test à Jerez l'année dernière, que j'avais fait avec mon père. Mon père avait fait la route avec moi depuis Paris, et je peux vous dire que c'est la dernière fois que je fais autant de route avec mon père. Parce que et l'un et l'autre, on a failli s'étrangler, parce que 14 heures de route, ah ouais, non, franchement. Et puis, comme il est comme moi, voilà, on s'est rentré dedans pendant 14 heures. C'était pas à deux doigts d'arrêter la voiture. Donc, non. Et là-bas, du coup, moi, mes parents, ils utilisent la moto pour aller au bureau, mais voilà, ils n'ont rien à voir avec le monde du racing. Donc, déjà, mettre les couvertures chauffantes, il n'y arrivait pas. Je vous explique même pas les plis qu'il y avait sur les couves, les trous que ça a fait, oh, l'enfer. Donc, il y avait ce team qui était là, avec Jessica Oden qui était déjà dans le team l'année dernière. Et le gars, Marco, donc le mécano de Jessica, m'avait pas mal aidé, du coup, parce qu'il avait vu que mon père il faisait n'importe nawak. Mais il s'était quand même bien entendu avec mon père, tu vois, il rigolait, il se foutait de sa gueule, ouais, t'inquiète, je vais m'en occuper, parce que là, ça va pas le faire là. Donc je vais m'occuper de ta fille, t'inquiète, je vais l'aider et tout. Et donc il m'a aidé. Et à la fin de la saison, à la dernière manche à Jerez, il est allé voir mon père, il a pris son numéro et il lui a dit ça m'intéresserait de faire entrer ta fille chez Tracimeno si ça vous intéresse, etc. Et donc après on a discuté, j'avais eu cette offre et une autre, et je suis partie là-dessus avec eux. Donc ça te permet cette année
d'enchaîner encore sur une nouvelle saison, mais du coup dans un cadre différent. Un petit peu plus professionnel quand même, puisque l'année dernière, c'était moi qui m'étais auto-mis à disposition, évidemment les rémunérants, un mécano et un coach mécano, et qui du coup venait avec moi sur toutes les courses, mais forcément les coûts ils sont pas mutualisés, alors que cette année, comme je suis dans un team, les coûts ils sont mutualisés, et c'est un package, et donc c'est différent, j'ai pas à gérer, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à gérer, mine de rien, et même en ayant ça de moins à gérer, là encore beaucoup de choses, que je fais beaucoup de choses par moi-même. Donc ouais, c'est différent. Et comment cette saison se passe pour toi dans l'ensemble? Est-ce que ça change beaucoup par rapport à l'année dernière? J'ai fait un bon début d'année, honnêtement. Pourtant, j'ai pas pu énormément m'entraîner cet hiver. Et du coup, j'avais peur parce que j'étais à Paris. Et qu'à Paris, on l'a vu cet hiver, ça a été catastrophique. D'ailleurs, depuis juin dernier, du coup, j'ai déménagé à Hossegor dans le sud-ouest, ce qui me permet d'être en Espagne. Et puis avec une météo un peu plus clémente et puis surtout des circuits, autres que Carole, qui est super, quoi. Alors, j'aime beaucoup. Mais Carole sous la pluie, faut y aller, quoi. Voilà. Et puis j'y allais encore une fois seule, etc. Donc bon, là-bas, j'y vais seule aussi pour l'instant, mais j'ai plus de possibilités. Et donc j'ai bien commencé l'année avec des résultats en tout cas qui moi étaient cool. Dans ma tête je voulais vraiment faire des top 10. Donc il y a eu des petits couacs, j'ai eu des longues laps pénalités qui ont fait que j'ai fini au bord des top 10, etc. Mais le niveau était là quoi. Et j'ai eu un petit down dont j'ai parlé sur les réseaux sociaux. On va dire ouais, même gros down psychologique qui fait que depuis j'essaye de m'en remettre, de bosser, etc. Mais je pense que c'est important de dire quand les athlètes ils vont pas toujours bien. Voilà, moi ça fait 3 ans que je fais de la moto et c'est la première fois que j'ai eu des doutes, que j'ai réfléchi à plein de choses et que j'essaie de trouver des solutions. Mais parfois on n'arrive pas à trouver les solutions par soi-même et voilà, donc j'essaie d'en sortir. Je pense que je suis plus sur la pente ascendante que descendante, hein, honnêtement. Mais malheureusement c'est pas en un claquement de doigts. On perd en un claquement de doigts, mais par contre pour revenir c'est pas si simple et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Donc on va voir comment se déroule la fin d'année. Là, on a Manicourt, je connais ce circuit. Ça ne veut pas dire que du coup, je dois faire une performance. Mais j'espère faire mieux et me sentir mieux avec un peu plus de plaisir que les autres fois parce que j'ai bossé pour en tout cas. Ouais, puis de toute façon, ça fait partie de la carrière d'un sportif d'avoir des hauts et des bas mental, comme tu dis. En plus de ça, tu t'es un petit peu blessé à nouveau cette année. Ouais, en début d'année. Mais ça m'a pas tant perturbé que ça en fait. Mais ça fait partie de ta saison du coup. Oui, c'est vrai. Mais je me suis fait mal, pareil au talus, qui était un os insupportable. C'est là où je m'étais blessée l'année dernière. Faut que tu les enlèves. Je sais pas, c'est l'articulation. Non mais enlève-les comme ça, tu te blesses plus. Non mais c'est fou quand même parce que mais j'ai pas eu trop mal, etc. Et j'ai pas eu, non, ça m'a pas tant gêné ça. Faut dire la vérité, ça m'a pas tant gêné que ça. Bon, j'ai quand même remis un bot plâtre pendant un petit mois, mais après ça m'a pas impacté ou quoi que ce soit, tu vois. Non, ça va. Bon, et puis à côté de ça, comme tu l'as dit, là t'es plus sur le fait de revenir à ton niveau, tu t'encadres, enfin tu fais en sorte que ça aille. Qu'est-ce que t'attends de cette fin de saison? Au-delà du fait que de sortir de cette période de down, comme tu l'as dit, qui fait partie de toutes les carrières de sportifs, ça fait 3 ans que tu roules. 3 ans, c'est peu par rapport à d'autres qui sont dans le paddock. C'est ultra humble, entre guillemets, je trouve, de reconnaître quand il y a des périodes qui peuvent être un peu plus compliquées et de faire en sorte de s'en sortir et que ça aille mieux. Et puis, c'est pas facile, en fait. Tu passes d'un championnat national, pas vraiment suivi, pas vraiment médiatisé, à du mondial, où tout le monde a des attentes. Enfin, il y a une pression qu'il faut prendre. Il y a des pilotes en MotoGP qui supportent même pas à leur niveau la pression. Donc, alors... Sur des championnats comme le vôtre, c'est évidemment très compliqué à gérer. Qu'est-ce que tu attends de cette fin de saison, du coup, pour toi? C'est vrai que je pense que j'absorbe pas mal la pression extérieure et je la prends sur moi et j'ai des épaules bien carrées, mais du coup, je me la mets à moi toute seule. Donc, c'est pas forcément quelque chose de positif et comme on en parlait avant, c'est pas parce que tu es au courant et tu as conscience, il y a plein de choses, tu vois, sur les réseaux qui sont dites, etc. Ou même des gens qui disent « Ah, tu devrais faire plus comme ci, plus comme ça. » Bien qu'il faut pas écouter tout le monde, tu vois, mais il y a plein de choses que tu sais. Mais c'est pas pour autant que tu arrives à le mettre en place. Ça, c'est le difficile. Trouver la clé pour réussir à le mettre en place. Donc voilà. Ensuite, pour ma fin de saison, qu'est-ce que j'attends? Reprendre le goût à la moto que j'avais quand j'ai commencé. Et quand j'ai commencé le championnat il y a 1 an et demi. Donc ça, c'est une des premières choses. Je pense que ça revient, mais ça revient, ça me confortera et j'aurai encore plus le smile quand j'aurai eu une lueur d'espoir en faisant un
un bon petit résultat. Qu'est-ce que j'entends par un bon petit résultat? C'est, voilà, j'ai quand même fait 17e, 18e là les dernières fois. C'est quand même vraiment pas chouette à mon niveau, je trouve. Donc j'attends de faire un petit résultat autour de 10 et 15, enfin, entre 10 et 15. 10 ce sera vraiment bien, mais plus autour des 15, tu vois, pour me conforter et finir mon année sereinement, pour tout simplement avoir l'opportunité et qu'on me donne une chance de continuer, parce que chaque place se mérite. Et c'est pas parce que je suis Émilie Bondy et que je suis suivie sur les réseaux que j'aurai forcément ma place. Donc oui, effectivement, je mets une petite pression et j'ai envie de, même pour moi, tu vois, de finir l'année correctement, parce que quand tu mets des trucs en place, tu mets beaucoup d'énergie personnelle, et donc tu as envie que ça fonctionne et que voilà, au moins que ça évolue positivement. J'ai pas dit que demain j'allais finir 10e, même si ce serait une super nouvelle, mais que ça aille sur la pente ascendante et que ça continue d'être de mieux en mieux. Ouais, puis en plus de ça, ce week-end, du coup on enregistre cet épisode à Manicourt, comme je l'ai dit. Tu cumules un peu les moments historiques en fait dans le sport moto, puisque bon, tu as eu ton titre de championne de France, mais tu as participé à la première édition du mondial féminin de moto, et ce week-end c'est la première manche française de ce championnat, avec beaucoup de Français dans le paddock. Il y a eu rarement autant de Français, que ce soit toutes catégories confondues. Donc c'est un moment de plaisir où le public va être encore plus de ça, heureux de vous voir rouler, et qui va forcément sûrement vous donner un peu, que ce soit à toi ou aux autres pilotes, un peu d'énergie pour finir la saison au niveau où tu as envie de finir, et puis même mentalement, juste de se prendre ce plaisir de voir que les gens ils viennent pour la moto et qu'ils aiment vous voir rouler pour ce que vous faites. Ouais, j'espère, je t'avoue que c'est la première fois. Moi, je sais plein, c'est toutes mes premières fois, etc. Donc, c'est sûr que c'est chouette de voir plein de Français. Ça, c'est vraiment trop chouette. Et pour moi, ça ne devrait pas, entre Français, être quelque chose de négatif, le fait qu'il y en ait d'autres. Parce que je pense que la première chose qu'on voit en France, c'est la concurrence et la négativité, plutôt que de le voir comme une chose positive. Et toi, tu viens de le résumer très clairement, tu vois, c'est pour le sport, que ce soit le sport tout court ou le sport moto français, c'est super chouette, tu vois. Qu'il y en ait une qui soit première et que l'autre dernière et le reste centre, mais enfin, peu importe, finalement, parce que ça veut juste dire qu'il y a des filles, que ce soit des filles ou des mecs qui roulent, qui font ce sport, et voilà, et ça va aider à faire grandir, etc. Donc ça n'est qu'une bonne nouvelle, et voilà, et je me rends pas compte, tu vois, moi, tu me dis, ouais, il y a des Français donc, qui sont là pour soutenir. Moi, pour moi, ils viennent voir des motos rouler. Et je me dis pas qu'ils viennent pour moi. Enfin, ça me fait peur, tu vois, de me dire ça. C'est le cas de tous les pilotes, je pense, de ne pas se rendre compte de ce qui se passe autour de soi. Vous êtes des sportifs. Vous vous dites, bon, je fais ce que j'aime et je fais mon métier. Que ce soit moi ou n'importe quelle personne qui vient sur ce week-end, ils viennent pour voir des pilotes. Mais le fait de savoir qu'il y a des francophones, des pilotes qu'ils peuvent rencontrer dans le paddock, avec lesquels ils peuvent parler, suivre des saisons, ça rend le truc plus personnel entre guillemets, et ça donne encore plus envie de suivre ce sport et de suivre les pilotes qui vont avec. Donc je pense qu'il y a cette différence que toi en tant qu'athlète professionnel tu vois moins forcément. Moi ce que je vois, c'est que ce que je fais c'est pas incroyable et que tout le monde peut le faire. Et donc j'ai du mal, tu vois, à me dire que les gens ils viennent pour me voir moi, parce que pour moi la personne à qui je parle en face qui me dit waouh c'est trop stylé ce que tu fais, évidemment que ça me fait plaisir, mais meuf, vas-y, go girl, tu peux faire la même chose, je te jure. Il y a 3 ans, je savais même pas que c'était un sport. Donc si moi je l'ai fait, il n'y a pas de raison que toi ou la voisine, elle n'y arrive pas. Donc j'ai du mal à, tu vois, à donner des conseils ou à dire que je suis pilote et que toi, tu es visiteur et tu viens... Enfin, tu vois, pour moi, si la nana ou le mec qui me parle en face, il veut faire... go, genre, on est tous au même niveau, dans le sens où il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre, ou tout est possible, tu vois. Tout le monde peut le faire, oui et non, parce que je te cache pas que moi ce que tu fais je le ferai pas, mais même si tu pars de parce que t'as pas essayé. Je pense que tu pars du principe que même si tout le monde peut le faire, tout le monde n'a pas le courage de le faire. Tout le monde n'a pas le courage de se donner les moyens de faire ce que tu fais aujourd'hui, et il faut garder ça en tête, qu'il y a une part de courage dans ce que tu fais, et il y a une part de travail que tout le monde ne peut pas se donner. Je pense que c'est important à garder pour ce week-end pour toi. Si tu le dis, c'est qu'il y a certaines personnes, tu vois, qui doivent se dire, et je pense que c'est vrai que je me rends pas compte, je suis tellement exigeante avec moi en première, avant d'être exigeante avec les gens autour de moi, que ouais, pour moi ça me paraît simple et que je me donne jamais assez, etc. Mais c'est peut-être plus que ce que d'autres redonnaient, mais tu vois, je veux pas trop me comparer, je me comparais à moi, donc tu sais plus trop quoi penser à la fête à la fin. Tu tournes un peu en rond quand t'es seul, tu sais. C'est ce que tu disais, c'est que l'esprit a pris trop de place par rapport à ce que tu fais.
On va espérer que ton week-end à Manicourt, au Ouais. contraire, te fasse remonter. J'espère, tu sais quoi, j'espère. J'ai mis plein de trucs en place, je suis bien entourée, j'ai ma famille qui m'aime qui est là, donc bon, c'est pas eux qui vont rouler à ma place et qui vont me donner des bons conseils, mais j'ai un préparateur mental pour le coup qui est là, tu vois, et tout, et c'est quand même un circuit que je connais. Il y a Marc Fontan qui est là, Jules Cluzel, etc. Lucas Mayas qui m'aide beaucoup, Loïc Arbel. Donc grosso modo, tu vois, il y a toujours du monde sur le paddock, donc on va évoluer ensemble et je le sens bien, mais je préfère pas le dire. Mais comme ce podcast il va sortir après, je m'en fiche. Donc non, ça va, je sens pas trop mal. Pour une fois, contrairement aux deux autres manches, donc de toute façon, maintenant on y va, hein, on est là, on y Maintenant va, que t'es on là, t'as finit pas le choix de l'année. mettre le casque, de Eh toute non, de façon. toute façon, et contrairement aux deux manches précédentes, j'ai hâte de le mettre. D'ailleurs, normalement, je suis censée avoir un casque spécial, mais bon, pareil, je l'ai pas reçu encore, donc je me tais. Bon, Émilie, en tout cas, moi, je te souhaite que du positif pour ce week-end de course et pour cette fin de saison. Tu le sais, on en parle en dehors du podcast. En attendant, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming, Spotify, Deezer, etc. et sur YouTube. Et vous pouvez nous retrouver également sur Facebook, Twitter et Discord. Et je vous dis à très vite. Et Émilie, je te remercie encore une nouvelle fois d'avoir répondu à mes questions. Merci aux auditeurs aussi. Belle journée.